Bonjour, je m'appelle Finn Gallagher. J'ai 32 ans, je suis conférencier et militant social et je vis à Boulder, dans le Colorado, une ville nichée au pied des majestueuses montagnes rocheuses, où des sentiers ombragés de pins vous mènent à travers des prairies verdoyantes et des couchers de soleil doré. Boulder n'est pas seulement l'endroit où je vis. C'est aussi le lieu où sont conservés mes souvenirs. Des souvenirs à la fois splendides comme un tableau parfait et tranchants comme une lame cachée derrière un rideau de velours. Voici l'histoire de ma famille, de la magnifique demeure de la banlieue sud de Boulder où j'ai grandi, et des secrets qui se sont peu à peu dévoilés, démolissant la façade impeccable que ma mère avait si minutieusement construite. Je ne sais pas par où commencer, mais mes souvenirs d'enfance sont peut-être le point de départ le plus approprié. Enfant, je pensais que ma famille était un tableau parfait. Notre demeure se dressait sur une douce colline, entourée de chênes centenaires et d'une roseraie que ma mère entretenait avec un soin méticuleux. De l'extérieur, c'était un paradis. Des fenêtres étincelantes au soleil, des dîners somptueux avec des invités en costume et robe du soir, des rires résonnant dans la salle à manger et le regard fier de mon père lorsqu'il leva son verre pour trinquer à son succès. Mon père, Patrick Gallagher, était un entrepreneur prospère, fondateur d'une célèbre entreprise de biotechnologie dans le Colorado. Toujours occupé, il était un père bienveillant, prêt à passer des heures à m'expliquer le ciel étoilé ou comment une minuscule graine pouvait se transformer en un chêne majestueux. Ma mère, Denise Gallagher, était une femme à l'esprit vif, d'une beauté à faire tourner les têtes. Elle portait toujours des robes élégantes, ses cheveux blonds étaient coiffés avec soin, et son sourire, ce sourire, pouvait faire fondre même les cœurs les plus froids. Elle était l'âme de chaque fête, l'orchestrateur des relations sociales de notre famille. Des associés de mon père aux amis influents de la sphère politique. Mais derrière ce sourire, j'ai vite découvert une autre vérité. À la maison, ma mère était une personne totalement différente. Froide, dure et parfois cruelle. Ses mots, tranchants comme un couteau, pouvaient transpercer n'importe qui à tout instant. Et moi, un garçon sensible, je ressentais souvent la piqûre de cette lame. Ma grand-mère, Lucille Gallagher, était la seule personne de la famille à me donner un véritable sentiment de sécurité. Elle a emménagé chez nous quand j'avais 11 ans, après le décès de mon grand-père, Benjamin, d'un cancer. Ma grand-mère était une petite femme aux cheveux argentés soigneusement attachés en arrière et aux yeux bruns chaleureux qui pétillaient toujours de patience. Elle parlait peu, mais chaque mot qu'elle prononçait était un joyau. Simple et pourtant profond. Elle s'asseyait souvent près de la fenêtre pour tricoter ou lire. Et les après-midi où je jouais dans le jardin, elle me regardait avec un doux sourire. Mais pour des raisons que je ne comprenais pas, ma mère n'était jamais gentille avec elle. Des remarques sarcastiques, des insultes voilées, voire une indifférence flagrante. Voilà comment ma mère traitait ma grand-mère. Je me souviens encore des fois où elle la traitait de vieille femme inutile ou de fardeau familial, alors qu'elle pensait que personne ne l'écoutait. J'entendais et chaque fois, j'avais l'impression que mon cœur était serré. Notre manoir, aussi splendide fût-il, régnait toujours sur une atmosphère glaciale. Ce n'était pas le froid d'un hiver du Colorado, mais celui de la tromperie. De l'extérieur, ma famille était l'incarnation de la perfection, un père accompli, une mère charmante, un fils obéissant et une maison tout droit sortie d'un magazine d'architecture. Mais à l'intérieur, tout n'était que façade. Les dîners que ma mère organisait ne visaient pas à resserrer les liens familiaux, mais à renforcer son statut social. Ses sourires n'étaient pas pour ma grand-mère ou moi, mais pour les invités influents. Et mon père, bien qu'il m'aimait, était rarement à la maison. Ses voyages d'affaires de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, le faisaient disparaître dans mes souvenirs. Lorsqu'il était à la maison, ma mère devenait soudain étrangement douce, s'occupant de ma grand-mère comme si elle était sa mère bien-aimée. J'étais jeune, mais je n'étais pas naïve. Je perçais mes faux semblants, et je savais que ma grand-mère aussi. Mais elle ne disait jamais un mot. Elle supportait la situation en silence, comme si maintenir la paix au sein de la famille était sa seule responsabilité. Je me souviens d'un après-midi d'automne, alors que je venais d'avoir 13 ans. J'étais assis dans le jardin à jouer avec une petite voiture que mon père m'avait offerte, quand j'ai entendu ma mère crier à ma grand-mère dans la cuisine. « Pour qui te prends-tu pour me dire comment élever Finn ?» Sa voix était glaciale, chaque mot comme un coup de poignard. Tu n'es qu'une vieille femme profiteuse, rien de plus. Je suis resté figé devant la porte, trop effrayé pour entrer. Ma grand-mère n'a pas répondu, mais j'ai entendu son soupir, suivi du lent bruit de ses pas quittant la cuisine. En jetant un coup d'œil à l'intérieur, je l'ai vu debout près de l'évier, ses mains tremblantes lavant une assiette,
comme si s'occuper pouvait l'empêcher de s'effondrer. J'aurais voulu courir vers elle, la serrer dans mes bras, crier à ma mère qu'elle n'avait pas le droit de dire ces choses-là, mais je suis resté planté là, immobile, comme un lâche. Des moments comme celui-là se sont répétés jour après jour, année après année. J'ai commencé à comprendre que ma famille n'était pas un tableau parfait, mais une pièce de théâtre soigneusement mise en scène. Ma mère était réalisatrice, et ma grand-mère, mon père et moi étions acteurs réticents. Je ne comprenais pas pourquoi ma grand-mère ne disait jamais à mon père comment ma mère la traitait. Peut-être craignait-elle de le contrarier, d'autant plus qu'il était déjà accablé par le travail et des problèmes cardiaques de plus en plus fréquents. On avait diagnostiqué une maladie cardiaque à mon père quand j'étais jeune. Et à chaque retour de voyage, je remarquais qu'il paraissait plus fatigué, plus maigre. Mais il me souriait toujours, me racontait des anecdotes sur les endroits qu'il avait visités et me promettait de m'emmener un jour. J'aimais mon père, mais je ressentais aussi la distance qui nous séparait. Non pas qu'il ne m'aimait pas, mais parce qu'il était pris dans un monde que je ne pouvais atteindre. Julieta Moral, la gouvernante de notre famille, était une autre lueur d'espoir dans cette maison froide. C'était une Mexicaine d'âge mûr, toujours vêtue d'un tablier vert et les cheveux noués d'un foulard rouge. Julieta n'était pas seulement une gouvernante. Elle était à mon écoute, celle qui me racontait des histoires sur son pays natal, ses champs de maïs à perte de vue et ses fêtes animées illuminées par des lanternes. Elle traitait ma grand-mère avec le respect et la gentillesse dont ma mère ne faisait jamais preuve. Un jour, alors que j'étais assis dans la cuisine à manger des biscuits qu'elle venait de préparer, elle m'a regardé et m'a dit, « Finn, tu es un bon garçon. Ne laisse pas ton cœur se blesser pour des choses qui ne le méritent pas. » Je n'ai pas bien compris ces paroles sur le moment, mais elles sont restées gravées en moi comme une prophétie que je ne comprendrai que plus tard. Les années passées dans ce manoir étaient un mélange de souvenirs, de lumière et d'ombre. Je me souviens de ces matins où je me réveillais avec l'odeur du pain frais de Julieta, le chant des oiseaux dans le jardin et la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux de soie. Mais je me souviens aussi de ces longues nuits passées au lit à entendre les sanglots discrets de ma grand-mère dans sa chambre. Dans ces moments-là, je me sentais totalement inutile. Je voulais faire quelque chose, dire quelque chose, mais je ne pouvais pas. Je n'étais qu'un enfant, et dans le monde des adultes, ma voix n'avait aucun poids. Avec le recul, je réalisais que le manoir n'était pas qu'une maison. C'était une scène. Chacun de nous, dans la famille, avait un rôle à jouer, et ces rôles étaient dictés par les règles tacites établies par ma mère. Mais au fond de moi, je savais que ce jeu ne pouvait pas durer éternellement. Des fissures avaient commencé à apparaître, petites mais indéniables, et moi, un garçon de 11 ans, j'étais devenu, sans le vouloir, le témoin de l'effondrement du tableau parfait que ma mère avait peint. Les fissures dans ma famille, bien que petites, se sont élargies et interconnectées, telles des fractures sur une vitre, attendant un seul coup pour les briser complètement. Mais je n'aurais jamais imaginé que ce coup surviendrait si vite et si brutalement. À 15 ans, mon père, Patrick Gallagher, est décédé. Une crise cardiaque soudaine l'a emporté, me laissant dans un monde qui m'a semblé instantanément plus vide et plus froid que les murs de pierre de notre manoir. Sa mort n'était pas seulement une perte personnelle. Ce fut le début de l'effondrement total de la pièce que ma mère avait si méticuleusement montée. Mon père avait toujours été au courant de ses problèmes cardiaques. Un jour, lors d'un rare après-midi où nous étions assis ensemble sur un banc en bois dans le jardin, il me confia que son cœur était comme une vieille horloge qui tourne encore, mais qui parfois vibre un peu. Il sourit en disant cela. Ce doux sourire me tenait à cœur, mais je voyais une lueur de tristesse dans ses yeux. Je ne saisissais pas pleinement le poids de ses mots, seulement qu'il était souvent fatigué, prenait fréquemment des médicaments, et que parfois je le surprenais assis seul dans son bureau, la poitrine serrée, respirant bruyamment. Je m'inquiétais, mais chaque fois que je lui demandais, il me caressait la tête et me disait « Ne t'inquiète pas, Finn. Je vais bien. Sois sage et travaille dur, et ça me rendra heureux. » Ma grand-mère était celle qui s'inquiétait le plus pour lui. Depuis qu'elle avait emménagé chez nous après la mort de mon grand-père, elle observait mon père avec des yeux pleins d'inquiétude. Je me souviens des soirs où il revenait de longs voyages d'affaires, le visage pâle, les yeux cernés d'épuisement. Ma grand-mère lui préparait tranquillement une tasse de thé chaud, la posait sur son bureau et disait doucement, « Patrick, tu travailles trop. Repose-toi. Ne te mets pas plus de pression sur le cœur. » Il souriait simplement, lui prenait la main et répondait, « Ne t'inquiète pas, maman. Je dois m'occuper de Finn et de cette famille. » Mais je voyais l'impuissance dans ses yeux. Elle savait que son problème cardiaque n'était pas seulement un risque.
C'était une bombe à retardement. Et chaque voyage d'affaires, chaque nuit passée au travail la rapprochait de l'explosion. Ma mère, Denise, avait une approche différente. Elle était au courant de l'état de mon père, mais ne s'inquiétait jamais devant moi ou ma grand-mère. Elle se concentrait plutôt sur l'avenir, ou plutôt sur la maîtrise de soi. J'écoutais souvent leurs conversations nocturnes alors que j'étais censé dormir. « Patrick, tu dois faire un testament », disait-elle d'une voix douce mais tranchante, comme si elle négociait un accord commercial. « Tu ne veux pas que Finn souffre, n'est-ce pas ? Nous devons nous assurer que ses biens sont en sécurité pour lui. » Mon père, de sa voix basse et lasse, acquiesçait généralement, « D'accord, Denise. Je m'en occupe. » Je ne comprenais pas ce qu'était un testament, mais je sentais la tension dans ces conversations, comme si un secret était gardé. Ma grand-mère, même si elle ne l'avait jamais dit ouvertement, le ressentait aussi. Un jour, alors que nous étions assis dans le salon, elle regarda par la fenêtre et murmura, « Finn, ta mère est une femme intelligente, mais cette intelligence, parfois, va dans le mauvais sens. » Ces mots me firent froid dans le dos, bien que j'étais trop jeune pour en saisir pleinement le sens. Peu après que mon père eut terminé le testament comme ma mère l'avait demandé, je l'entendis dire à un ami au téléphone, d'un ton suffisant. Patrick finit par accepter. Tout ira à Finn et moi. Maintenant, je peux dormir tranquille. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais un sentiment de malaise m'envahit. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, dans son rire, qui me fit frissonner. J'aurais voulu demander à mon père de comprendre pourquoi le testament était si important pour elle, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Ses voyages d'affaires devinrent plus fréquents, et lorsqu'il était à la maison, il était souvent trop fatigué pour parler longtemps. Je ne pouvais que l'observer de loin, l'homme que j'aimais le plus, lentement emporté par une tempête invisible. Le jour de la mort de mon père, il pleuvait des cordes. C'était un matin d'octobre, les vents froids des Rocheuses balayaient Boulder, faisant bruisser les feuilles dorées du jardin. J'étais en cours d'histoire lorsque la directrice entra, le visage grave. « Finn, tu dois rentrer », dit-elle d'une voix douce, mais pleine de pitié. Mon cœur battait fort, comme s'il savait déjà que quelque chose de terrible m'attendait. Arrivé au manoir, une ambulance était là, ses gyrophares rouges et bleus clignotant sous la pluie. Je me suis précipité à l'intérieur, mes chaussures mouillées glissant sur le parquet, et j'ai vu ma mère debout dans le couloir, le visage pâle, mais sans une seule larme. « Ton père. Il est parti », dit-elle d'une voix neutre, comme si elle lisait un reportage. Ma grand-mère se tenait dans un coin de la pièce, les mains tremblantes serrant un mouchoir, les yeux rouges mais silencieux. Je suis entré dans le bureau de mon père où les ambulanciers rangeaient leur matériel. Il était allongé par terre, les yeux fermés, le visage serein comme s'il dormait. Je me suis agenouillé près de lui, j'ai pris sa main froide et j'ai murmuré, « Papa, ne me quitte pas », mais il n'y a eu aucune réponse. Je ne me souviens pas si j'ai pleuré ou crié, seulement que le monde autour de moi semblait s'écrouler, laissant derrière lui un vide indescriptible. Ma grand-mère est venue à mes côtés, a posé une main sur mon épaule, et nous sommes restés assises là, silencieuses, tandis que la pluie claquait sans relâche contre les fenêtres. « Finn », murmura-t-elle d'une voix étranglée. « J'ai toujours craint que ce jour n'arrive. J'ai dit à ton père de se reposer, mais il n'a pas voulu m'écouter. Il voulait te donner une belle vie. Mais oh, Finn, je n'ai pas pu protéger mon fils. » Ces mots m'ont transpercé le cœur comme un couteau. J'ai compris qu'elle ne pleurait pas seulement sa perte, mais aussi la culpabilité de ne pas avoir pu empêcher sa maladie et la pression du travail de l'emporter. Je l'ai serré fort dans mes bras, les larmes aux yeux. À cet instant, j'ai eu l'impression que nous étions les deux seuls à avoir le cœur brisé par la disparition de mon père. Ces funérailles ont eu lieu 3 jours plus tard, grandioses et somptueuses, comme le souhaitait ma mère. On aurait dit que tout Boulder était venu à notre manoir. Des voitures élégantes bordaient la route qui montait la colline, et notre immense salon était bondé de monde, partenaires commerciaux, amis, et même des représentants du gouvernement que je n'avais vus qu'à la télévision. Ma mère, vêtue d'une élégante robe noire, se tenait au centre, acceptant les condoléances avec une expression solennelle. Elle m'a serré dans ses bras devant tout le monde en murmurant, « Finn, tu dois être fort. C'est ce que ton père aurait voulu. » Mais j'ai senti la fausseté dans son étreinte, dans sa voix. Elle n'a pas pleuré, pas une seule fois. Je me demandais si elle était vraiment en deuil ou si elle jouait simplement le rôle de la veuve parfaite. Ma grand-mère, en revanche, tenait à peine debout pendant les funérailles. Elle était assise dans un coin de la pièce,
ses mains frêles serrant son mouchoir, les yeux rougis. Je suis allé m'asseoir à côté d'elle, lui tenant la main, et nous sommes restés ainsi, silencieuses, tandis que le brouhaha de la foule nous entourait. « Grand-mère, pourquoi papa nous a-t-il quittés ?» ai-je demandé d'une voix brisée. Elle m'a regardé, les yeux remplis de larmes, et a dit, « Finn, mon garçon, ne voulait pas partir, mais son cœur était trop fatigué. J'aurais seulement aimé le forcer à se reposer davantage pour qu'il n'ait pas à porter le poids du monde sur ses épaules. » Ces mots ont résonné dans ma tête pendant des jours, me rappelant qu'elle avait vécu dans la peur de le perdre, et que cette peur était désormais réalité. Après les funérailles, l'atmosphère du manoir a radicalement changé. Si elle était froide et fausse auparavant, elle est devenue étouffante et tendue. Ma mère, comme libérée de son rôle d'épouse, commença à révéler sa vraie nature, froide, dominatrice et pleine d'autorité. Elle contrôlait tout dans la maison d'une main de fer. De l'agencement du salon à la façon dont ma grand-mère et moi devions nous comporter, elle ne faisait plus semblant d'être gentille avec ma grand-mère, et ses remarques sarcastiques et blessantes devinrent plus franches. Combien de temps cette vieille femme compte-t-elle rester ici ? Je l'ai entendu un jour dire à haute voix à ma grand-mère dans le salon. J'avais envie de crier pour défendre ma grand-mère, mais je n'étais qu'un adolescent de 15 ans, impuissant face à la domination de ma mère. Julieta, notre gouvernante, était la seule à ne pas avoir changé. Elle continuait son travail silencieux, continuait à me préparer des biscuits et me regardait toujours avec inquiétude. Un soir, alors que j'étais assise seule dans la cuisine, elle posa une assiette de biscuits sur la table et dit, « Finn, garde le cœur fort. Tu en auras plus que jamais besoin. » Je ne comprenais pas bien ces paroles, mais je sentais un courant sous-jacent approcher, une vague qui allait balayer tout ce que je croyais savoir sur ma famille. Ma mère commença à parler plus fréquemment du testament de mon père. « Finn, ton père nous a tout légué, » me dit-elle un jour, alors que nous étions assis dans le salon. « On va tout arranger bientôt, et tu auras un brillant avenir. » Mais sa voix ne m'apportait aucun réconfort. Au contraire, elle me remplissait de malaise, comme si elle me cachait quelque chose. Ma grand-mère, bien que silencieuse, semblait le sentir aussi. Un jour, alors que je l'aidais à débarrasser la table, elle me prit la main et me dit, « Finn, fais attention. Tout n'est pas ce qu'il paraît. » Ces mots, combinés à ses inquiétudes pour mon père, me firent me demander, mon père avait-il vraiment tout légué à ma mère ? Ou y avait-il autre chose que j'ignorais ? Je pensais que la mort de mon père marquait la fin de tout. Mais non, ce n'était que le début d'une série d'événements qui allaient dévoiler les secrets les plus sombres de ma famille. J'ignorais qu'à l'avenir, notre manoir deviendrait un champ de bataille où ma mère révélerait sa véritable nature et où ma grand-mère, cette femme menue mais résiliente, deviendrait mon guide. Quelques semaines seulement après la mort de mon père, ma mère a cessé de jouer la veuve parfaite. Elle a abandonné son masque, révélant une personne que je n'avais jamais vraiment connue. Froide, impitoyable et rongée par une soif de pouvoir. Ma grand-mère, cette petite femme au cœur résili, est devenue la cible principale de sa cruauté. Et moi, un garçon de 15 ans, je ne pouvais qu'assister, impuissant, à la destruction de ceux que j'aimais le plus par ma famille. Ma mère a rapidement changé. Elle n'organisait plus de fêtes fastueuses ni n'invitait amis et associés. Elle passait désormais des heures dans le bureau de mon père, à fouiller dans les papiers, à consulter ses comptes bancaires et à chuchoter à des inconnus au téléphone. Je l'entendais constamment évoquer le testament et les biens, la voix pleine d'excitation, comme si la mort de mon père était pour elle l'occasion de tout saisir. « Finn, tout ira bien » m'a-t-elle dit un jour, alors que je la surprenais dans le bureau, tenant une épaisse pile de documents. « Ton père nous a tout légué. Il ne nous reste plus qu'à régler quelques formalités et tu auras un brillant avenir. » Mais son regard, perçant et calculateur, me donnait l'impression d'être entraîné dans un jeu dont je ne comprenais pas les règles. Ma grand-mère, Lucille, ne parlait plus de mon père, mais je la remarquais souvent fixer une vieille photo de famille accrochée au mur. Une photo de mon père, de mon grand-père, d'elle et moi, quand j'étais petite, tous souriant sous le soleil d'été. « Finn, m'a-t-elle dit un jour, la voix tremblante. Je ne pouvais pas protéger mon fils. Mais je ne laisserai personne te faire du mal. » Je n'ai pas pleinement saisi le poids de ces mots, mais ils m'ont rassuré, ne serait-ce que pour un instant. Cette sécurité, cependant, n'a pas duré longtemps. Environ 2 mois après les funérailles, ma mère fit entrer ouvertement un homme chez nous. Il s'appelait Reed Donovan, un homme d'au moins 10 ans son cadet, aux cheveux blonds et lisses et au sourire raffiné. Reed se pavanait dans la maison comme s'il y avait sa place, marchant avec assurance,
assis dans le fauteuil de mon père et buvant même du vin dans les verres en cristal que mon père adorait. Ma mère le présenta comme un ami proche de la famille, mais la façon dont ses yeux pétillaient d'engouement lorsqu'elle le regardait racontait une toute autre histoire. Mon estomac se noua à chaque fois que je voyais Reed. Il n'avait rien à faire ici. Ni dans les souvenirs de mon père, ni dans la famille que j'avais connue. Ma grand-mère, avec son sens aigu du discernement, protesta immédiatement. Un soir, alors que Reed était assis dans le salon, riant aux éclats et posant la main sur l'épaule de ma mère avec familiarité, ma grand-mère se leva de son fauteuil habituel. « Denise, dit-elle d'une voix calme mais ferme, ne trouves-tu pas cela déplacé ? Patrick vient de mourir. Tu ne peux pas faire entrer un autre homme dans cette maison comme ça. » Ma mère, sirotant son vin, se tourna vers elle avec un sourire moqueur. « Lucille, crois-tu avoir ton mot à dire ici ?» répondit-elle d'une voix glaciale. « Tu n'es qu'une invitée dans cette maison. Ne l'oublie pas, les mots de ma mère me blessèrent comme un couteau. J'étais assise dans un coin de la pièce, serrant le livre que je lisais, sentant mon sang se glacer. Ma grand-mère ne répondit pas, se contentant de regarder ma mère avec des yeux emplis de douleur et de déception. Reed, comme pour jeter de l'huile sur le feu, esquissa un sourire narquois et dit, « Vieille dame, tu devrais connaître ta place. C'est la maison de Denise, pas la tienne. » J'aurais voulu me lever pour lui hurler au visage que c'était la maison de mon père, ni la sienne ni celle de ma mère. Mais je restais assise là, figée comme une lâche. À partir de ce moment-là, ma mère devint encore plus agressive envers ma grand-mère. Les sarcasmes et les insultes n'étaient plus voilés. Vieille femme inutile. Un fardeau familial. Une sangsue. Ces mots jaillissaient de sa bouche comme un torrent de poison. Chaque fois que je l'entendais parler, mon cœur se serrait, mais je n'osais rien dire. J'avais peur de ma mère, de son regard perçant, peur que si je parlais, elle ne tourne sa colère contre moi et ma grand-mère. Ma grand-mère, cependant, faisait preuve d'une patience étonnante. Elle ne rétorquait ni ne discutait, se contentant de vaquer tranquillement à ses occupations quotidiennes, ménage, cuisine, jardinage, comme si l'endurance était le seul moyen de préserver la paix dans notre foyer en ruine. Mais cette paix ne pouvait durer éternellement. Un matin d'hiver, alors que la neige recouvrait la colline devant le manoir, ma mère convoqua ma grand-mère au salon. Je faisais mes devoirs dans ma chambre, mais sa voix portait à travers les murs fins, m'empêchant de me concentrer. « Lucille, il est temps pour toi de partir, » dit ma mère d'une voix aussi froide que le vent d'hiver. « Je t'ai assez supporté. Il n'y a plus de place pour toi dans cette maison. » J'ai couru dans le couloir, me cachant dans un coin, le cœur battant. Ma grand-mère, vêtue de son pull vert pâle, se tenait droite, les mains jointes. « Denise, dit-elle d'une voix ferme mais tremblante. Je suis restée ici pour être avec Finn, pour prendre soin de lui. Patrick voulait que je sois là. » Ma mère rit d'un rire sec et cruel. « Patrick est mort, Lucille, et c'est moi qui décide ici. Pour qui te prends-tu pour évoquer Patrick? Tu n'as aucun droit ici. Tu n'as pas voix au chapitre. » Reed se tenait à côté d'elle, les bras croisés, un sourire suffisant au visage. J'avais envie de me précipiter pour crier, mais mes pieds étaient cloués au sol. Ma grand-mère regarda ma mère, puis moi, les yeux emplis de douleur, mais aussi de résilience. « Denise, dit-elle. Tu peux me mettre dehors, mais tu ne peux pas effacer ce que Patrick et moi avons construit pour Finn. » Ma mère s'avança en la pointant du doigt. « Ça suffit. Tes affaires sont déjà emballées. Pars aujourd'hui ou je te fais sortir de force. » Je descendis les escaliers en courant, incapable de supporter davantage. « Maman, ne fais pas ça !» criai-je, la voix brisée. « Grand-mère n'a rien fait de mal. C'est la maison de papa, notre maison. » Ma mère se tourna vers moi, le regard perçant. « Finn, tais-toi et va dans ta chambre. Ce ne sont pas tes affaires. » Elle me saisit le bras, le serrant si fort que ça me faisait mal. « Si tu oses me défier, tu le regretteras. » Je regardais ma grand-mère, espérant qu'elle dirait quelque chose, qu'elle ferait quelque chose. Mais elle secoua légèrement la tête, son regard me disant de ne pas me battre avec ma mère. Elle s'avança vers moi, posa une main sur mon épaule et murmura, « Finn, ne t'inquiète pas pour moi. Prends soin de toi, d'accord ?» Puis elle se retourna et se dirigea vers la porte où une petite valise attendait sur le porche. Je restais là, impuissante, à regarder ma grand-mère traîner sa valise à travers la fine couche de neige, sa petite silhouette disparaissant dans le vent froid.
J'aurais voulu courir après elle pour la retenir, mais la peur de ma mère me retenait. Alors que la porte se refermait, j'entendis ma mère dire à Reed, « Enfin, c'est fait. Cette maison est vraiment à nous maintenant. » Je courus dans ma chambre, claquai la porte et pleurai. Je pleurais pour mon père, pour ma grand-mère et pour moi-même. Un garçon trop lâche pour protéger ceux qu'il aimait. Julieta, notre gouvernante, fut la seule à venir me réconforter ce soir-là. Elle frappa à ma porte, apportant une tasse de chocolat chaud et une assiette de biscuits. « Finn, dit-elle doucement, tu es une femme forte. Elle s'en sortira. Et toi, tu dois être forte aussi. » Je la regardai, les larmes aux yeux. Pourquoi ma mère a-t-elle fait ça, Julieta? Pourquoi déteste-t-elle grand-mère? Julieta secoua la tête, le regard plein de mystère. Il y a des choses que tu ne comprends pas encore, Finn. Mais aie confiance, tout finira par s'éclaircir. Ces paroles, bien que réconfortantes, me firent sentir un courant sous-jacent approcher, une vérité que je n'étais pas prête à affronter. Les jours suivants, le manoir devint le domaine de ma mère et de Reed. Ils riaient, organisaient de petites fêtes avec de nouveaux amis et agissaient comme si mon père et ma grand-mère n'avaient jamais existé. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison. Mais au fond de moi, je savais que le départ de ma grand-mère n'était pas la fin. Elle avait dit qu'elle ne laisserait personne me faire du mal, et je la croyais. Cette conviction fut vite récompensée quelques jours plus tard, une rencontre avec un avocat bouleversa tout et les secrets laissés par mon père commencèrent à se dévoiler, tel un feu naissant de cendres. Les jours qui ont suivi le départ forcé de ma grand-mère, je vivais comme une ombre dans notre manoir. Chaque matin, je me réveillais dans une maison qui me semblait plus grande, plus froide, comme si son âme avait été arrachée par son départ. Ma mère, Denise et Reed Donovan dominaient désormais chaque recoin. Leur rire résonnait du salon jusque dans ma chambre à l'étage. J'essayais d'éviter qu'ils ne se cachent dans ma chambre avec mes livres et les souvenirs de mon père. Mais le sentiment d'être coincé chez moi était étouffant. Ma grand-mère me manquait, son regard doux, son inquiétude pour mon père lorsqu'il se surmenait, son cœur fragile accablé par la pression du travail. Elle ne pouvait pas le sauver. Et maintenant, je me sentais impuissante à la sauver de la cruauté de ma mère. Un matin, alors que je prenais mon petit déjeuner seul dans la cuisine, Julieta, notre gouvernante, avait discrètement placé une assiette de pain grillé et un verre de lait devant moi. Ma mère est entrée, vêtue d'un élégant tailleur noir, le maquillage impeccable, comme si elle se préparait pour un événement important. « Finn, tu viens avec moi aujourd'hui, dit-elle d'un ton sec, sans laisser place à la discussion. Nous rencontrons l'avocat pour régler le testament de ton père. Il est temps de tout régler. » J'ai levé les yeux, le cœur battant. Le testament. Ce mot revenait trop souvent dans ces conversations, mais je n'en comprenais toujours pas pleinement la signification. « Maman, ai-je demandé doucement. Qu'est-ce qu'un testament? Est-ce que ça a un rapport avec grand-mère? » Elle m'a jeté un coup d'œil, une lueur d'irritation au regard. « Finn, ne pose pas de questions inutiles. C'est une affaire d'adulte. Viens avec moi et fais ce que je te dis. » J'aurais voulu en demander plus, dire que je ne voulais pas y aller, que je voulais juste retrouver ma grand-mère. Mais son regard m'a fait taire. J'ai hoché la tête, me suis levé et l'ai suivi jusqu'à la voiture. Julieta, essuyant le plan de travail dans un coin de la cuisine, m'a lancé un regard inquiet. « Fais attention, Finn, a-t-elle murmuré tandis que ma mère se détournait. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait dit ça, mais ces mots m'ont glacé le sang. La colonne vertébrale. Le trajet jusqu'au cabinet de l'avocat se fit en silence. Ma mère conduisait, les yeux rivés sur la route, mais je sentais la tension dans chacun de ses mouvements. Reed n'était pas avec nous, ce qui me procurait un léger soulagement. Assise à l'arrière, je contemplais par la fenêtre les montagnes rocheuses défilant dans la pâle lumière hivernale. Je pensais à mon père, aux après-midi où il me racontait ses voyages d'affaires, me promettant de m'emmener un jour en randonnée en montagne. Je pensais à ma grand-mère, à la façon dont elle l'encourageait toujours à se reposer, lui préparant du thé dans l'espoir de le garder plus longtemps parmi nous. Mais il était parti, et maintenant elle aussi. Je me demandais si ce testament pouvait changer quelque chose ou si c'était juste une autre façon pour ma mère de renforcer son emprise sur le pouvoir. Le cabinet de l'avocat se trouvait dans le centre-ville de Boulder, dans un élégant bâtiment en verre aux enseignes polies. On nous fit entrer dans une petite pièce où un homme d'âge moyen en costume gris nous attendait. Il se présenta comme Simon Adler, l'avocat personnel de mon père.
Simon avait un visage sévère, sec. Des yeux et une voix calme et posée, comme s'il était habitué à gérer des situations tendues. « Bonjour, Madame Gallagher. »« Bonjour, Finn, » dit-il avec un léger sourire avant de désigner deux chaises en face de son bureau. Ma mère s'assit, la posture rigide et assurée, comme si elle contrôlait tout. Je m'assis à côté d'elle, me sentant mal à l'aise dans cette pièce qui sentait les papiers et l'eau de Cologne de luxe. Nous sommes ici pour discuter du testament de Patrick Gallagher. Simon commença à sortir un dossier de son tiroir. Ma mère hocha la tête, les yeux brillants d'une impatience non dissimulée. Bien. Je veux que ça se règle rapidement, dit-elle. Patrick nous a tout laissé, Finn et moi. Exact. J'ai besoin de connaître les étapes du transfert des biens. Simon la regarda, puis moi, l'expression un instant indéchiffrable. Il ne répondit pas immédiatement, ouvrant le dossier et feuilletant quelques pages comme s'il cherchait quelque chose. Son silence me mit mal à l'aise, et je remarquai que ma mère tapait du doigt sur le bureau, un rare signe d'impatience. Madame Gallagher, dit finalement Simon d'une voix mesurée. Je crains que certains détails ne nécessitent des éclaircissements. Il lui glissa un épais dossier, mais ne l'ouvrit pas. Avant son décès, Patrick apporta des modifications importantes à sa succession. Le testament auquel vous faites référence n'est plus le document officiel. Ma mère fronça les sourcils, son sourire se figeant. Que voulez-vous dire, demanda-t-elle d'une voix rauque. Patrick a signé un testament. Je sais qu'il l'a fait. Tous les biens, le manoir, l'entreprise, les investissements appartiennent à Finn et moi. Simon prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à une épreuve difficile. Il est vrai que Patrick a signé un testament, mais environ un an avant sa mort, il a établi une fiducie entre vifs. Tous ses biens, y compris le manoir, les investissements et les actions de l'entreprise, ont été transférés dans cette fiducie. Le testament ne régit plus ses biens. J'ai regardé ma mère et j'ai vu son visage blême. Elle serra les poings, les ongles enfoncés dans ses paumes. Une fiducie, répéta-t-elle d'une voix tremblante, mais essayant de garder son sang-froid. Qui sont les bénéficiaires? C'est Finn et moi, c'est ça? Simon secoua la tête. Légèrement, ses yeux se déplaçant vers moi, puis retournent vers elle. Je ne suis pas libre de divulguer les détails de la confiance en ce moment, car ces termes nécessitent une réunion distincte avec les parties concernées, mais je peux vous dire que les actifs ne sont pas distribués comme vous vous y attendez. Il s'arrêta comme s'il lui donnait le temps de traiter. Patrick a été très délibéré dans la mise en place de cette confiance. Il voulait s'assurer que les actifs étaient utilisés au bon fin et protéger les personnes qu'il aimait. Ma mère s'est enfuie de sa chaise, sa voix se levant. C'est une blague, n'est-ce pas? Patrick n'aurait pas pu faire ça sans me dire que je suis sa femme. J'ai le droit de savoir. Simon est resté calme, bien que j'ai vu sa main se resserrer autour de son stylo. Madame Gallagher, je comprends vos émotions, mais c'est le souhait légal de Patrick. Je vous conseille de rester calme. Nous organiserons une autre réunion pour tout clarifier. Je me suis assis là, mon esprit sous le choc. Une confiance. Qu'avait fait mon père? Pourquoi n'avait-il pas dit à ma mère ou à moi? J'ai pensé à ma grand-mère de la façon dont elle s'inquiétait toujours pour lui, l'exhortant à reposer vous, l'apparence de ses yeux lorsque ma mère l'a forcé à sortir. Savait-elle quelque chose à ce sujet? Je voulais demander à Simon de connaître la vérité, mais je n'ai pas osé. Ma mère se tourna vers moi, ses yeux brûlants. Finn, nous partons, dit-elle, sa voix glacée. Ce n'est pas fini. Le retour à la maison était silencieux. Ma mère a conduit plus vite que d'habitude, ses mains agrippant le volant, ses lèvres pressées dans une ligne serrée. Je voulais poser des questions sur la confiance, ce que Simon avait dit, mais je savais que ce n'était pas le moment. Quand nous avons atteint la Manche, il attendait dans le salon, un verre de vin. Soublé sur son visage. Où est l'argent? Ma mère s'est tournée vers moi comme si je faisais partie d'un complot. Finn, tu sais quelque chose à ce sujet? Demanda-t-elle, sa voix est aiguisée comme une lame. J'ai secoué la tête, mon cœur battant. Je ne sais pas, maman. Je jure. Elle me regarda pendant un long moment, puis se détourna, marmonnant, nous le découvrirons. Personne ne peut prendre ce qui est à moi. Cette nuit-là, je me suis allongé dans mon lit, incapable de dormir. J'ai pensé à mon père, aux lettres qu'il m'a écrites lors de ses voyages d'affaires,
comment il a toujours dit qu'il voulait que je vive une bonne vie. J'ai pensé à ma grand-mère, sa promesse de me protéger. Et j'ai pensé à Julieta, qui semblait toujours en savoir plus qu'elle n'en laissait. Les mots de Simon résonnaient dans mon esprit. Patrick voulait protéger les gens qu'il aimait. J'ai commencé à me demander si mon père avait connu ma mère, sur Reed, sur tout ce qui se passe maintenant. Était-ce confiance en sa façon de protéger ma grand-mère et moi-même après son départ? Le matin après, alors que j'étais assis à bâiller dans la cuisine, ma mère a annoncé que nous allions à la banque pour vérifier le coffre-fort de mon père. Si Patrick pensait qu'il pouvait me déjouer, il avait tort, a-t-elle dit, sa voix débordant de détermination. Je ne savais pas ce qui nous attendait, mais j'ai ressenti un sous-courant approchant, qui balayerait tout. Ce jour-là, ma mère portait une robe d'affaires de la marine profonde, ses cheveux blonds attachés dans un chignon serré, ses lèvres ont pleuré comme s'il se préparait pour la bataille. Reed, comme d'habitude, se prélassait dans le salon, une tasse de café à la main, la regardant avec un sourire narquois. « Tu vas gérer ça, n'est-ce pas, Denise ?» Il a dit, son ton suggérant qu'ils avaient planifié cela ensemble. Ma mère hocha la tête, mais j'ai remarqué que sa main tremblait légèrement alors qu'elle ramassait son sac à main. « Fine, allons-y, ordonna-t-elle sans me regarder. Je me tenais, mon cœur battant, me sentant comme si je montais dans une pièce pleine d'ombre, incertaine de ce qui nous attendait. Julieta m'a chuchoté, les yeux remplis d'inquiétude, mais aussi une lueur connaissante. Fine, restez fort. Les choses deviendront bientôt claires. Ces paroles, comme toujours, portaient un sens que je ne pouvais pas comprendre pleinement, mais ils m'ont donné un ruban de réconfort. Julieta semblait en savoir plus qu'elle n'en avait laissé, et je me demandais si elle était consciente de la confiance que Simon avait mentionnée ou des secrets que mon père avait gardés. La route vers la banque a été un voyage tendu et silencieux. Ma mère a roulé rapidement, ses mains agrippant le volant, les yeux se fixent droit devant. Je me suis assis à l'arrière, en regardant des rochers, des rues familières passer, les chênes saupoudrés de neige, les maisons pittoresques et les majestueuses montagnes rocheuses au loin. J'ai pensé à mon père, des fois où il m'avait parlé de son entreprise, de ses rêves de construire un brillant avenir pour moi. J'ai pensé à ma grand-mère, comment elle craignait toujours que son travail le tue, que son cœur fragile ne puisse supporter la tension. Et j'ai pensé à ma mère, comment elle avait changé après sa mort, d'une femme rusée mais prétendue à une femme consommée par l'ambition et l'impitoyabilité. Je me demandais si elle l'avait vraiment aimée, ou si tout avait été une performance pour obtenir ce qu'elle voulait. La banque était un bâtiment moderne avec de grands signes brillants. Nous avons été conduits à une petite pièce au sous-sol où le coffre-fort de mon père a été conservé. Un employé de la banque, une femme d'âge moyen avec un sourire poli, a demandé à ma mère une documentation. Ma mère a remis une pile de papier, sa voix dégoulinait de confiance. Je suis Denise Gallagher. La femme de Patrick Gallagher. J'ai le droit d'accéder au coffre-fort de mon mari. L'employé a examiné les documents, puis a regardé ma mère avec une expression difficile. Madame Gallagher, dit-elle avec hésitation. Je suis désolé, mais l'accès à cette boîte ne vous est pas accordé. Il est géré par un administrateur, Simon Adler, l'avocat. Ma mère se figea, son visage aussi pâle que la neige à l'extérieur. Quoi? Cria-t-elle, sa voix résonnant dans la petite pièce. C'est la boîte de mon mari. Je suis sa femme. Il n'aurait pas pu donner accès à quelqu'un d'autre sans me le dire. L'employé s'est reculé, clairement inhabituel à une telle explosion. Madame, je ne fais que suivre le protocole. Je peux fournir une copie des documents pertinents, mais l'accès est limité à Monsieur Adler. Ma mère a serré ses poings, ses ongles creusant dans ses paumes, et j'ai vu un éclair de rage dans ses yeux contrairement à tout ce que j'avais vu auparavant. L'employé est parti brièvement et est revenu avec une enveloppe épaisse. Elle l'a ouvert, a sorti une feuille de papier et l'a remise à ma mère. Il s'agit d'une copie de la documentation concernant le coffre-fort, a-t-elle déclaré. Il confirme que tous les actifs de la boîte, ainsi que le manoir et d'autres propriétés, ont été transférés dans une fiducie vivante établie par Monsieur Gallagher il y a 1 an. Ma mère a arraché le papier, ses yeux scullant frénétiquement les lignes. Je me tenais là, mon cœur battant, n'osant pas parler. J'ai aperçu le titre du document, Patrick Gallagher, Living Trust. Et en dessous, une ligne qui a envoyé un frisson à travers moi. Bénéficiaire principale, Lucille Gallagher. Ma mère a presque crié. Lucille, cette vieille femme? Elle se tourna vers moi, ses yeux flamboyants. Fine,
Tu sais quelque chose à ce sujet? J'ai secoué la tête, ma gorge sèche. Je ne sais rien, maman. Mais à l'intérieur, une étincelle d'espoir clignote. Ma grand-mère. Mon père lui avait tout laissé. J'ai pensé à la façon dont elle s'inquiétait pour lui. Comment elle avait enduré la cruauté de ma mère de rester à mes côtés. Mon père avait-il su comment ma mère l'avait traitée? Était-ce sa façon de la protéger ainsi que moi? Ma mère a jeté le papier sur la table, sa voix tremblante de rage et de panique. Cela ne peut pas l'être. Patrick n'aurait pas pu me faire ça. Je vais poursuivre. Je vais tout renverser. L'employé, visiblement inconfortable, est reculé et a dit, « Madame, je vous suggère de contacter votre avocat. Il n'y a rien de plus que nous pouvons faire ici. » Ma mère s'est tournée vers moi, saisissant mon bras si étroitement que je devais serrer mes dents pour ne pas crier. À la maison, Finn ordonna-t-elle, sa voix comme de la glace. Ce n'est pas fini. Le retour de la banque suffoqua, comme si l'air de la voiture avait été drainé, ne laissant que la rage et la panique de ma mère. Lorsque nous avons atteint le manoir, la voix de ma mère a rompu avec furie. Patrick m'a trahi. Il a mis en place une confiance et a tout laissé à cette vieille femme, Lucille. Cette maison, l'argent, tout. Reed a tiré du canapé, renversant le vin dans sa main. Quoi? Je ne me touche pas. J'ai besoin de penser. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux sont des couteaux. Escalier, mais au lieu d'aller dans ma chambre, je me suis attardé dans le couloir, se cachant derrière le mur, écoutant leur argument. Avez-vous un plan? Ma mère a rythmé le salon, sa voix tremblante, mais résolue. Je vais appeler mon avocat. Je vais poursuivre. Personne ne peut prendre ce qui est le mien, pas même Patrick, de la tombe. Je l'ai entendu passer un appel téléphonique, sa voix frénétique, presque désespérée. J'ai besoin de te voir maintenant. Il y a une confiance et j'ai besoin de savoir comment le casser. Je me tenais là, mon cœur battant, ressentant à la fois la peur et l'espoir. Si ma grand-mère était vraiment le bénéficiaire, reviendrait-elle? Pourrait-elle me sauver de cette maison qui se transformait en un enfer vivant? Je suis retourné dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis assis sur le lit. J'ai pensé à mon père, à ma grand-mère, du jour où elle a traîné sa valise à travers la fine couche de neige, de sa promesse qu'elle ne laisserait personne me blesser. Et j'ai pensé à Julieta, notre femme de ménage, qui semblait toujours en savoir plus qu'elle n'en laissait. Connaissait-elle la confiance? Savait-elle ce que mon père avait fait pour protéger ma grand-mère et moi? Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un sentiment étrange, comme si quelque chose de monumental allait se produire. J'ai entendu ma mère et mon Reed se disputer dans le salon, sa voix est aiguë de colère. Ils disent que la confiance ne peut pas être brisée. Patrick a tout enfermé si étroitement que personne ne puisse le toucher, a répondu Reed, la voix épaisse de frustration. Alors, que faisons-nous maintenant? Tu ne peux pas laisser cette vieille femme gagner. Je me suis tranquillement glissé dans les escaliers, essayant de ne pas être entendu. Mais à l'approche de la porte d'entrée, l'anneau pointu de la sonnette a traversé leur argument. Ma mère a cessé de se tourner vers la porte. Qui est-ce à cette heure? Murmura-t-elle, sa voix étant irritée. Reed se tenait pour répondre, mais j'étais plus rapide. Quelque chose m'a exhorté en avant et j'ai couru vers la porte, ouvre le cadre en bois lourd. Là, debout au soleil du matin pâle, était ma grand-mère, Lucille Gallagher. Elle portait un manteau gris, ses cheveux argentés soigneusement attachés, ses yeux bruns chauds fixés sur moi avec une résolution inébranlable. À côté d'elle se tenait Simon Adler, l'avocat de mon père, tenant une pile de documents. J'ai gelé, incapable de croire mes yeux. Grand-mère, murmurai-je, ma voix s'étouffant. Ma mère a marché derrière moi et j'ai entendu sa vive respiration. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle cracha, sa voix dégoulinant de venin. Je t'ai dit de ne jamais revenir. Ma grand-mère n'a pas répondu immédiatement. Elle est entrée dans la maison, ses mouvements lents mais commandant comme si elle était la véritable propriétaire du manoir. Simon a suivi, son expression sévère mais composée. Madame Gallagher, dit-il, sa voix basse. Je vous suggère de rester calme. Nous sommes ici pour clarifier les questions concernant la confiance. Ma mère laissa échapper un rire moqueur, mais j'ai vu une panique dans ses yeux. La confiance? Cette vieille femme n'a aucun droit ici. C'est ma maison. Ma grand-mère s'arrêta, se tourna pour lui faire face, et pour la première fois,
j'ai vu une force en acier dans ses yeux. La force de quelqu'un qui avait trop enduré, mais qui n'a jamais brisé. Denise, dit-elle, sa voix calme, mais coupant. Cette maison ne vous appartient plus. Il m'appartient, le bénéficiaire légal de la fiducie que mon fils Patrick a établie. Ma mère se figea, son visage aussi pâle que le papier. Reed s'avança, pointant ma grand-mère. Quel non-sens vous jaillez-vous? Denise est la femme de Patrick. Vous n'avez aucun droit. Simon leva une main, signalant un roseau pour se taire. Monsieur, dit-il froidement. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous conseille de ne pas interférer. La fiducie est juridiquement contraignante et Madame Lucille Gallagher est le principal bénéficiaire. Le manoir, les actifs financiers et les actions de l'entreprise lui ont été transférés. J'ai toute la documentation ici. Il a levé la pile de papier et j'ai vu les mains de ma mère trembler en les regardant. La voix de ma mère a brisé avec désespoir. Non, je vais poursuivre. Je ne vous laisserai pas prendre ce qui est à moi. Elle se précipita vers Simon comme pour saisir les documents, mais il recula, son regard stable. Madame Gallagher, a-t-il dit, vous pouvez contacter votre avocat, mais je vous assure que tout est légal. Patrick était très minutieux. Il savait exactement ce qu'il faisait. J'ai regardé ma grand-mère, mon cœur battant la course. Elle se tenait là, petite mais inflexible comme une flamme qui ne pouvait pas être éteinte. J'ai pensé à la façon dont elle s'inquiétait pour mon père, comment elle a enduré la cruauté de ma mère de rester à mes côtés. Et j'ai pensé à mon père, comment il a mis en place cette confiance, sachant que ma mère ne traiterait jamais ma grand-mère ou moi avec gentillesse. Grand-mère, murmurai-je, se rapprochant d'elle. Elle a pris ma main, son propre tremblement m'est chaud. Fine, dit-elle doucement. J'ai promis de vous protéger. Et votre père aussi. Ma mère s'est tournée vers moi, ses yeux flamboyants de rage. Fine, tu me rattaches avec elle après tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai secoué la tête, des larmes en jaillissant. Maman, tu as jeté grand-mère. Vous ne vous souciez pas de papa ou d'elle ou de moi. Je veux juste faire ce qui est bien. Ma mère me regarda, puis ma grand-mère, et pour la première fois, je l'ai vue s'effondrer. Elle coulait sur le canapé, couvrant son visage avec ses mains et commença à pleurer. Pas des larmes de chagrin, mais des larmes de défaite. Simon s'est avancé, plaçant les documents sur la table. Madame Gallagher, dit-il, sa voix douce mais ferme. Patrick a tout anticipé. Il voulait protéger Finn et sa mère. Je vous suggère d'accepter cette réalité. Reed, debout dans le coin, se détourna tranquillement comme si la réalisation du jeu était terminée. Sans un mot, il a attrapé son manteau et est parti, abandonnant ma mère. J'ai regardé ma grand-mère, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti une étincelle d'espoir. Elle était revenue, non pas comme quelqu'un à chasser, mais en tant que véritable propriétaire de cette maison. Ma grand-mère s'est tournée vers ma mère, ses yeux ne sont plus remplis de colère ou de ressentiment, mais avec une résolution et un soupçon de pitié. Denise, dit-elle, sa voix stable et claire. Je ne veux pas que cela se termine par la haine. Patrick m'a appris que la famille, malgré ses blessures, mérite le pardon. Ma mère leva les yeux rouges, mais elle n'a rien dit, ne regardant que ma grand-mère avec un mélange d'impuissance et de ressentiment. Ma grand-mère a continué, sa voix douce, mais inflexible. Je vais vous donner 500 000 $ en pause nette. Il vous suffit de recommencer, mais vous devez quitter cette maison aujourd'hui. Mon cœur s'est resserré. 500 000 $ était une somme importante, mais par rapport au manoir, à l'entreprise et à la richesse de mon père, ce n'était rien. Je savais que ma grand-mère ne faisait pas cela par la simple gentillesse. Elle traitait une ligne finale, un moyen de mettre fin aux choses sans cours ni de battles prolongés. Sur une feuille. Les 500 000 $ seront transférés sur votre compte une fois que vous aurez signé cela, confirmant que vous quitterez le manoir et que vous la renoncez. Il a glissé le papier vers elle avec un stylo. Ma mère l'a regardé, puis à ma grand-mère, puis à moi. Une vraie maison, et je lui donnerai cela. Ces paroles ont été un coup final, rompant tout espoir que ma mère avait quitté. Je l'ai regardée, en attendant une réaction, un plaidoyer ou même des excuses. Mais elle était juste assise là, les mains tremblantes, les yeux vides. Mon cœur avait l'impression d'être pressé. Disons que je lui ai pardonné. Sa propre âme. Je vais gérer le reste, a-t-il dit. Les fonds seront transférés dans les 24 heures.
Madame Gallagher, vous avez jusqu'à la fin de la journée pour partir. Ma mère ne l'a pas regardé ou ma grand-mère ou moi. Elle s'est tenue, s'est rendue dans sa chambre, sa silhouette plus petite et plus seule que jamais. Reed était partie, et bientôt elle serait aussi. Là où la lumière du soleil pâle brillait de la neige mince. Votre père a tout fait pour nous protéger. Maintenant, nous devons vivre d'une manière qui honore cela. J'ai hoché la tête, des larmes coulant sur mon visage, mais cette fois, ils étaient des larmes de libération. Je savais que l'histoire n'était pas terminée. Que je voulais juste la tenir, la femme qui était devenue ma lumière guidée dans l'obscurité. Couvrant son visage, sanglant dans la défaite. Dans un silence confortable. Famille. Ma grand-mère n'a jamais parlé de ma mère, mais je savais qu'elle n'avait pas oublié. Un jour, alors que j'étais assis à côté d'elle dans le jardin, j'ai demandé, « Grand-mère, détestez-vous maman ?» Elle secoua la tête, offrant un sourire triste. La haine ne fait que blesser celle qui le porte, Finn. Votre mère a fait du mal, mais j'espère qu'elle trouvera son chemin. Quant à nous, nous devons vivre d'une manière qui honore l'amour de votre père. Ces mots coulaient profondément dans mon cœur, et j'ai commencé à comprendre que ma grand-mère était non seulement résiliente, mais possédait également un cœur assez vaste pour pardonner même après une douleur profonde. Quand j'avais 19 ans, venant de terminer ma première année de collège, ma grand-mère m'a appelé dans les études de mon père. Je suis rarement entré dans cette pièce depuis sa mort. Il détenait toujours l'odeur du vieux bois, des livres et une faible trace de sa Cologne. Elle était assise au bureau devant une petite boîte en bois finement sculptée ornée de motifs de feuilles de chêne. Finn, dit-elle, sa voix douce mais lourde. Il est temps que vous connaissiez la vérité. Votre père vous a laissé ça. Elle a glissé la boîte vers moi. J'ai ouvert le couvercle, mon cœur battant, et à l'intérieur était un paquet de lettres soigneusement attachées avec un ruban rouge, manuscrit dans le script fort mais élégant de mon père. J'ai regardé ma grand-mère, sans savoir. A commencé à lire. Je suis désolé de ne pas pouvoir rester plus longtemps, je ne pouvais pas te regarder grandir. Mais je veux que vous sachiez que tout ce que j'ai pris, chaque décision que j'ai prise était pour vous et grand-mère. Ta mère, c'est une femme forte, mais elle a perdu son chemin. Je savais comment elle traitait grand-mère par Julieta, en qui je faisais confiance comme un ami. Je ne pouvais pas vous laisser blesser aux grand-mères. J'ai donc créé cette confiance. Cela vous protégera tous les deux quand je serai parti. Finn, je veux que vous viviez selon les valeurs que grand-mère m'a appris. Honnêteté, gentillesse et amour. Prenez soin d'elle parce qu'elle a tout sacrifié pour vous et moi. Ne laissez pas la cupidité ou la tromperie vous guider. Je crois en toi. J'ai arrêté de lire, des larmes coulant sur mon visage. J'ai regardé ma grand-mère et elle hocha la tête comme si elle confirmait les paroles de mon père. Je connaissais la confiance, a-t-elle dit. Patrick me l'a dit avant de passer. Il ne s'agit pas seulement des actifs, Finn. C'est son amour pour nous. J'ai continué à lire, chaque lettre révélant un morceau de mon père, un homme réfléchi et profond qui a toujours mis la famille en premier. Il a écrit sur la création de la confiance, comment il a découvert la tromperie de ma mère à travers Julieta et la douleur de réaliser que sa femme n'était plus la femme qu'il aimait autrefois. Dans la boîte, j'ai trouvé une dernière lettre, non adressée à moi, mais à ma grand-mère. Je lui ai tendu la tenue et elle l'ouvrit, ses mains tremblantes. Elle a lu à haute voix, sa voix s'étouffa d'émotion. Chère maman, je sais que tu ne me dirais jamais ce que tu as enduré de Denise, mais je l'ai vu à travers Julieta dans mon propre cœur. Je suis désolé de vous laisser supporter ce fardeau. Cette lettre est mon merci et mes excuses. Merci d'avoir aimé Finn, d'être sa lumière directrice. Je vous laisse tout parce que je sais que vous le protégerez mieux que quiconque. Je t'aime. Ma grand-mère a plié la lettre, des larmes coulant sur ses joues. J'ai essayé de protéger votre père, a-t-elle chuchoté, mais je n'étais pas assez rapide. Maintenant, je vais te protéger, Finn, comme il le voulait. Je l'ai serré dans ses bras, ressentant le poids des paroles de mon père, l'amour qu'il a laissé. Ces lettres n'étaient pas seulement des explications. Ils étaient une flamme, une lumière pour me guider à travers les années à venir. Dans les années qui ont suivi, j'ai poursuivi mes études à l'Université du Colorado à Boulder, spécialisé en sciences de l'environnement, un choix inspiré de l'après-midi passé à jardiquer avec ma grand-mère. La terre est notre maison, Finn, elle disait, ses mains fragiles tendant à un rosier. Si vous ne vous en occupez pas, qui le fera? Ces mots ont non seulement façonné ma carrière,
mais m'ont également donné un sentiment de but de vivre non seulement pour moi, mais pour ceux qui m'entourent et pour les générations futures. J'ai rejoint des projets environnementaux, organisé des événements de nettoyage locaux et j'ai progressivement senti que je réalisais le rêve de mon père de vivre avec gentillesse et significativement. Ma grand-mère était ma plus grande source de force au cours de ces années. Bien qu'il soit dans les années 80, elle est restée vibrante, tendant avec diligence le jardin et s'asseyant près de la cheminée les nuits d'hiver pour me raconter des histoires de mon grand-père, de mon père et des difficultés qu'elle avait surmontées. Elle a parlé de mon père avec un sourire mélancolique, ne laissant jamais sa douleur la traîner. J'ai commencé à comprendre que ma grand-mère ne m'a pas simplement appris à vivre, mais aussi à pardonner. Bien que ma mère Denise ait fait des choses impardonnables, expliquant ma grand-mère, amenant Reed Donovan dans notre maison et me traitant comme un outil, ma grand-mère n'a jamais parlé de mal d'elle. Des années se sont écoulées, et je n'ai jamais contacté ma mère, pas par haine, mais parce que j'avais besoin de temps pour guérir. Je savais qu'elle avait pris les 500 000 $ de ma grand-mère et est partie. Mais je ne savais pas où elle allait ni ce qu'elle a fait. Une partie de moi espérait qu'elle changerait, mais j'ai également compris que ce n'était pas ma responsabilité. Je me suis concentré sur la construction de ma vie. Avec ma grand-mère à mes côtés, guidé par les valeurs que mon père et elle m'avaient inculquées. Quand j'avais 24 ans, ma grand-mère est décédée. C'était un matin d'automne avec des feuilles dorées qui couvrent le jardin. Elle était allongée dans son lit, son visage serein. À côté d'elle se trouvait une courte lettre manuscrite pour moi. « Chère Finn », a-t-elle écrit. « J'ai vécu assez longtemps pour vous voir devenir un homme gentil. Vivre sagement. Ne laissez personne profiter de vous. Et ne faites pas confiance à personne aveuglément, même ceux que vous aimez le plus. Tous mes actifs, le manoir, la confiance sont maintenant à vous. Utilisez-les pour faire du bien. » J'ai lu la lettre, des larmes coulant sur mon visage, sentant le poids de l'amour et de la responsabilité qu'elle a laissé. Sa mort a été un choc, mais cela m'a également rappelé que je devais continuer à vivre, la transporter les leçons et les leçons de mon père. J'ai décidé d'investir les actifs de la fiducie dans un fonds éducatif pour soutenir les personnes âgées abandonnées par leurs enfants. Des gens aiment ma grand-mère qui avait donné leur vie à aimer mais qui ont reçu peu en retour. Je l'ai nommé le Lucille Fund en son honneur. La femme petite mais résiliente qui m'a appris que l'amour et le pardon sont les plus grandes forces. Maintenant, en tant que conférencier communautaire, je porte toujours ces leçons et je m'efforce d'aider les autres. Le vieux manoir, autrefois une scène pour les secrets et la douleur, est devenu un centre communautaire nommé d'après elle, le Lucille Center. Je l'ai transformé en un endroit où les aînés solitaires trouvent du réconfort, les enfants apprennent l'environnement et la communauté plus audacieuse se rassemble. Chaque fois que j'entre au centre, je sens que mon père et ma grand-mère sont toujours là, me souriant de loin. Un jour, j'ai reçu des nouvelles sur ma mère. Grâce à une vieille connaissance, j'ai appris qu'elle vivait seule dans une petite ville, travaillant comme serveuse dans un restaurant local. Reed l'avait quittée lorsque les 500 000 $ étaient épuisés, et elle n'a eu que des souvenirs et du regret. Je n'ai pas ressenti de joie d'entendre cela, et je n'ai pas ressenti de douleur. Je n'ai ressenti qu'une triste vérité. La cupidité avait tout enlevé d'elle. Pas seulement la richesse, mais la famille et son propre sens de soi. Je ne l'ai pas contactée, non pas parce que je ne pouvais pas pardonner, mais parce que j'avais appris de ma grand-mère que parfois le pardon signifie lâcher prise. Debout à l'extérieur du centre de Lucille un après-midi d'automne, en regardant les feuilles d'or tomber, j'ai réfléchi à mon voyage. J'ai pensé à mon père qui protégeait tranquillement ma grand-mère et moi à travers la confiance. J'ai pensé à ma grand-mère qui m'a appris que l'amour est la plus grande force mais nécessite la sagesse pour éviter l'exploitation. Et j'ai pensé à ma mère qui a payé un prix lourd pour sa cupidité. J'ai réalisé que la vie ne se souvient pas d'accumuler de la richesse ou du pouvoir. Il s'agit de vivre gentiment, d'aimer sincèrement et de ne pas laisser la cupidité obscurcir votre vision. Vivez dignement, ma grand-mère a dit un jour, et j'ai essayé de le faire tous les jours. En regardant le ciel où le coucher du soleil a peint l'or des montagnes rocheuses, j'ai chuchoté à mon père et à mon grand-mère, je fais la bonne chose. J'espère que vous êtes fiers. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je vous souhaite une journée paisible et joyeuse avec votre famille et vos proches.